culture maintenant. Bienvenue. Et quelle culture! On vous a concocté aujourd'hui une longue leçon de philosophie avec une question. La guerre, la violence sont-elles solubles dans la philosophie, notamment en Israël, Palestine, au Moyen-Orient? La question est très difficile, elle est peut-être même sans réponse, mais qui ne tente rien n'a rien. Alors une petite vingtaine de penseurs israéliens et français se sont penchés sur le problème de la violence, et puis sur d'autres sujets d'ailleurs. Leur questionnement a duré toute une nuit. Nos caméras ont donc suivi toute la nuit leur débat. David Gombin, David Yakin, de 18 h à 5 h du matin, vous feront partager leurs enseignements. Décidément, aujourd'hui, le Culture Mag est très sérieux. Nous avons également au sommaire une expérience ahurissante de psychanalyse sur les planches. D'habitude, ceux qui font des analyses le font chez un psy, sur un canapé, ils pleurent longtemps. Eh bien, une poignée de névrosés a fait son analyse sur scène, un drôle de truc qu'on va vous expliquer. Puis, nous allons partir au Festival de la Méditerranée, musique, danse, cinéma. Ça se passe à Ashdod, en bord de la Méditerranée, c'est au nord d'Israël. Presque tout le bassin méditerranéen y a participé, presque tous. Voilà pour le sommaire. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors bientôt, c'est le bac philo. Donc vous allez ouvrir vos cahiers, vous allez prendre un stylo, vous allez prendre vos tablettes et vous allez noter la question suivante. La philosophie peut-elle expliquer la violence et la guerre? Denis Charbit, Zev Sternel, Cynthia Fleury, Adèle Van Riet ou Ariel Wiesman, entre autres, ont passé toute une nuit à réfléchir à cette question. Ce sont des philosophes, des historiens, des penseurs français et israéliens. David Gombin et David Yakin ont donc décidé de les suivre. Ils ont bu beaucoup de café, ils ont suivi les débats toute la nuit. Voici la première partie de leur reportage. Liban, Syrie, Irak, Al-Qaïda, le Moyen-Orient est plus instable que jamais et en proie à la violence aussi. Alors la violence est-elle inévitable pour parvenir à la paix? Et la paix elle-même est-elle une absence de violence? Nous nous trouvons à la première nuit de la philosophie de Tel Aviv, où nous allons pouvoir poser la question à nombre de personnalités et de philosophes. C'est une curieuse scène qui se déroule sur cette esplanade flambant neuf. Un cercle se forme, les non-hébraïsants se procurent des oreillettes pour la traduction. 3 fauteuils rouges, 3 intellectuels. L'écrivain Aleph Bet Yehoshua, l'historien Eli Barnavi et le politologue Denis Charbit. Au programme, comment penser la violence? Évidemment, les 3 n'étaient pas d'accord, mais ils sont restés calmes. De ce débat est ressortie une différenciation fondamentale, celle entre la violence physique et la violence verbale. La violence, quelle violence? Vous parlez de violence physique ou de violence verbale? La tâche d'intellectuel aujourd'hui, ou d'essayer de limiter la violence verbale qui joue partout, qui est libre partout, que tout le monde peut utiliser maintenant la violence verbale. Verbale ou pas, la violence, c'est quoi au fait? Une étape obligatoire sur le chemin de la paix? Avec son regard affûté sur l'histoire, Eli Barnavi devrait pouvoir nous aider. Dire que la violence est nécessaire pour aboutir à la paix, ça je ne crois pas. Ce sont même la paix et la violence, ce sont des contraires. C'est un oxymore. La nuit est maintenant tombée sur la file blanche. Nous nous dirigeons vers le centre Suzanne Dalal. D'ordinaire épicentre de la danse contemporaine israélienne, ce ne sont plus les pointes que l'on étire, mais bien les neurones. Gérard Bensoussan, professeur de philosophie à l'université de Strasbourg, grand spécialiste de vent éternel des temps messianiques, y anime une petite causerie. Mais quand le Messie arrivera, il n'y aura plus de violence, n'est-ce pas? La venue du Messie est décrite dans les textes de la tradition juive, elle est décrite comme instaurant un cycle de violence. C'est-à-dire que la venue du Messie, ce sera une période de catastrophe, de désastre historique, de violence sans terme. Bon d'accord, on n'en est pas là, mais en attendant, nous, on veut la paix, non? Alors, faut-il se battre pour y parvenir? Je crois que là, c'est une question difficile, parce qu'on ne peut pas la poser abstraitement. Les philosophes ont parfois tendance à poser abstraitement un certain nombre de questions. La question de la violence est absolument conditionnelle. Et je crois qu'on ne peut pas mettre en tension abstraite la violence d'un côté, la paix de l'autre. Ça donne matière à réfléchir tout ça. En attendant, un autre débat a commencé. Parmi les participants, l'historien Zev Sternel. Souvent décrié, critiqué, ce vétéran est l'un des fondateurs du mouvement La Paix Maintenant. Bref, la paix, ça le connaît. Pour parvenir à la paix, il n'y a qu'une seule façon d'y aller, de faire la paix.
et on ne fait pas la paix en utilisant de la violence. La paix vient remplacer l'état de violence. L'état de violence est tout à fait le contraire de ce que l'on a besoin pour faire la paix. Pour faire la paix, il faut que les gens, d'abord, décident qu'ils veulent mettre fin à la violence et qu'ils décident qu'ils veulent poursuivre une existence commune à une situation pacifique. Voilà, c'est la fin de cette première partie. On s'est quitté avec l'historien controversé Zeev Stern. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la paix vient remplacer un état de violence, certes. Mais les autres philosophes, alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? La suite, maintenant, c'est toujours le reportage, la nuit de la philosophie, de 23h à 5h du matin, encore avec David Gombin et David Yakin. Pour faire la paix, l'usage de la violence est-il nécessaire? Pour le savoir, quittons le centre Suzanne Dalal en direction de l'Institut français. C'est l'affluence des grands jours, on est loin de l'apathie habituelle des classes de philo au lycée. Omri Bohem est venu parler violence et liberté d'expression. Ce philosophe est proche du BDS, ce mouvement qui appelle au boycott culturel d'Israël. Mais ce bâillonnement de la culture, n'est-ce pas un acte violent en soi? Je pense que le boycott est une forme de violence, mais je pense que toutes les violences ne sont pas légitimes. Il y a des types de violences, même physiques, qui sont légitimes. Je vous donnerai un exemple. La plupart des Israéliens pensent certainement que lorsque le Hamas tire des missiles sur le sud d'Israël, eh bien Israël a le droit d'utiliser la violence pour se défendre. C'est une violence physique. Et les Palestiniens pensent apparemment que pour combattre l'occupation israélienne, ils ont le droit, entre autres, d'utiliser la violence. La soirée se prolonge, l'alcool aidant, les esprits s'échauffent. Heureusement, la philo apaise les mœurs. Rendez-vous au Rothschild 12 au lieu de la nuit télévivienne. Ce soir, c'est un DJ peu commun qui s'attelle aux platines. Ariel Wiesman, bien connu des téléspectateurs français, est en ville pour un biathlon musico-philosophique. À présent, cap sur la cantina, en alliant bonne chère et chers propos, Nicolas de Varenne, philosophe néerlandais de son état, débat du futur de la philo. Hors sujet, me direz-vous, vous avez raison. Continuons notre cheminement philosophique. Qu'en pense l'homme de la rue? Je pense que si tout le monde dans ce pays changeait de perspective, d'ordre du jour, leur vision de la paix et de l'amour, eh bien notre pays n'en serait que plus beau et plus attractif. Ariel Wiesman a fini de mixer, le voilà qui pousse la réflexion sur la fatigue, ce qui est de circonstance. Au fait, on n'est pas fatigué de la violence? Aujourd'hui, la barbarie, c'est le retour à un état, d'ailleurs on le dit souvent, un état qui est plutôt un état moyenâgeux, qui est plutôt un état, en tout cas d'un moyen-âge de l'esprit, c'est-à-dire d'un moment où on a appris des choses mais on n'en sait pas assez. Et c'est donc l'expression d'un désir qui est né, mais surtout d'une frustration. La philo de nuit, c'est sympa. Le problème, c'est qu'une fois le matin venu, on ne se souvient pas toujours de tout. Le philosophe David Hume n'était d'ailleurs pas sûr que le soleil se lèverait bien demain. Nous en sommes témoins. À Tel Aviv, une nouvelle journée a bien commencé. Voilà, et les reporters du Culture Mag sont allés se coucher l'esprit bien ouvert, mais les yeux presque clos. Tout de suite, l'idée de sortie du jour, c'est le highlight. Il est signé Sandy Fortis. Des musiciens, des cinéastes, des poètes et des artistes, tous venant des pays méditerranéens, réunis dans une même ville pendant 6 jours, c'est le Festival Méditerranée d'Ashdod. Chaque année, cette petite ville du sud d'Israël met la Méditerranée à l'honneur. Au programme, concerts, projections, expositions, avec pour cette édition de grosses têtes d'affiches comme les Espagnols Javier Limón et Thomas Tito et les Israéliens Idan Reichel et Shlomi Shabbat. Ce dernier sera par ailleurs accompagné par l'orchestre andalou israélien lors d'un concert exceptionnel. Côté grand écran, des films turcs, grecs, français, espagnols et israéliens sont à l'affiche, de quoi faire voyager le public tout autour de la Méditerranée. Seule ombre au tableau, 2 prestations ont été annulées, des annulations dues aux pressions du BDS qui n'empêcheront pas la ville d'Ashdod de célébrer la Méditerranée. Si on
vous dit Freud ou Lacan, vous pensez argent englouti, vous pensez papa, maman, et puis bien sûr vous pensez névrose, encore et toujours. Eh bien en Israël, on pense tout à fait autrement. Une expérience absolument ahurissante d'analyse sur scène a eu lieu la semaine dernière à Tel Aviv. Le titre « Not Letting in It », en gros ça voudrait dire pas chez moi. Plusieurs personnes ont fait ensemble une vraie séance de plusieurs heures sur scène, une vraie séance de psychanalyse. Et nous sommes avec Jason Danino, qui a participé à cette séance d'analyse sur scène. Bonjour Jason, merci beaucoup d'être avec nous. Racontez-nous, parce que ça c'est unique. On n'a jamais vu ça. Well, first of all, it's not exactly a psychoanalyst. Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas exactement une psychanalyse ou une séance de psychologie. Il s'agit de 8 performeurs, des acteurs, des comédiens professionnels qui ont décidé de se rencontrer et pendant 7 heures de se confesser à propos de tout, de leurs crimes les plus secrets, les plus profonds et jusqu'aux choses les plus anodines, comme par exemple, je ne sais pas, comment cuire du riz. I check every time on Google before I actually make the rice. Je dois vérifier sur Google à chaque fois avant de cuire du riz. On l'a fait parce que ce qui m'intéressait, je fais du théâtre depuis des années. J'ai ma troupe, j'écris, je mets en scène. Et en fait, j'en avais marre des personnages, d'aller sur scène et de jouer des pièces avec des personnages. Je voulais que les gens soient eux-mêmes. Donc on a commencé à monter cette confession, ce jeu pendant des heures et des heures. Et ce qui s'est passé, eh bien, on peut le voir sur cette vidéo, c'est que les gens ont commencé à se confesser aussi. Ce n'est pas une conversation. Durant la confession, on ne fait aucun commentaire. Mais c'est quoi? C'est une sorte de séance de confession? C'est presque chrétien, c'est très étrange de voir ça à Tel Aviv. It's new. No one has done it here. Ça, c'est sûr. Tout d'abord, c'est inédit. Personne ne l'a encore jamais fait ici en Israël. On l'a fait tout d'abord dans mon studio. Là, c'est le studio où je travaille. On l'a aussi fait dans un musée, on l'a fait dans un hôtel, on l'a fait dans une boîte de nuit. Et on déplace ce format d'un endroit à l'autre, car les gens veulent la vérité. Personne ne dit plus la vérité. Lorsque vous la dites, tout le monde vous critique et vous juge. Donc ce que je voulais faire, c'était de créer un espace où la critique n'aurait plus sa place. Et tout le pouvoir est là. Alors vous l'avez dit Jason, vous êtes acteur, vous êtes scénariste, vous êtes également écrivain et puis vous êtes surtout sur la chaîne i24 News en anglais, l'une des stars de la chaîne puisque vous animez The Tube. Il y a des règles dans une séance d'analyse. On entre, on paie, on attend. Quelles étaient les règles sur cet exercice que vous avez fait? Les règles étaient, comme je l'ai dit, de ne parler que lors d'une confession. Les seuls mots que vous pouvez prononcer sont une confession. Vous ne pouvez pas poser de questions. Vous ne pouvez pas dire « Quoi, vraiment ?» Non, rien de tout ça. Une confession est dite et après cela, vous hochez la tête et vous passez au suivant. La deuxième règle concerne le public. Il s'agit de 7 heures de confession. Donc le public peut entrer, sortir, re-rentrer quand bon lui semble. Et voilà, c'est tout. Des règles très simples. Il y a une autre règle. Si une confession m'intéresse, je peux initier une séance de questions, mais ce n'est qu'un face-à-face. Lorsque j'ai fini mes questions, je dis merci, et ensuite on passe à la suite. Le public peut aussi participer. Et puis aussi, vous pouvez boire une bière pour 2 € à l'entrée. Alors, ça se passait à Tel Aviv, avec une large majorité de juifs, j'imagine. Est-ce qu'il y avait des chrétiens et des musulmans avec vous? Je pense que la prochaine séance que l'on va organiser, j'ai une bonne amie à moi, Samira, qui est arabe et qui se joindra à nous et participera, car je pense que les confessions politiques sont aussi bien sûr adaptées. Mais vous savez, on est de tous les âges et de toutes les religions, de tous les sexes. Oui, bien sûr, et opinions politiques. Non, je vous pose cette question parce que se confesser comme ça, c'est quand même très chrétien. Et c'est assez drôle de voir que finalement, c'est presque c'est post-moderne ici en Israël. Jason, quand vous parlez de confession, on imagine aussi ces séances des narcotiques anonymes ou des alcooliques anonymes où chacun dit ce qu'il a à dire. Qu'est-ce qui s'est dit pendant ces heures de confession? C'est quoi? Parce que tout est libre ici à Tel Aviv. Alors on parle de quoi? De sa sexualité, de ses envies, de ses amertumes? Je pense que ce que j'en ai ressorti de toutes ces sessions, eh bien, c'est que tout le monde, en fait, a les mêmes problèmes. L'amour?
l'amour, les parents, le sexe. Ce qui se passe est que lorsque quelqu'un se confesse, eh bien, le public se dit en soi-même « moi aussi ». Donc ce que l'on fait, ce n'est pas de parler uniquement de soi. Et c'est bien sûr pour ça que ce n'est pas un traitement psychologique, parce que tout tourne autour de nous, qui ne nous sentons plus en accord avec nous-mêmes, mais nous participons à ce que le public se sente plus en accord avec soi-même. Car c'est tout à fait normal. Personne n'a dit quelque chose qui soit trop choquant à mon goût. Et aussi, vous savez, les choses ont été dites après tout. C'est formidable. Merci beaucoup, Jason. On vous retrouve donc sur i24 News en anglais. Donc Merci. on peut voir ça sur le replay de la chaîne pour l'émission de YouTube. Merci et bravo. C'est une expérience incroyable. Il n'y a qu'en Israël qu'on peut voir des choses pareilles. Merci. Et je vais vous faire 2 confessions. La première, cette interview était enregistrée. Et la seconde, c'est la fin du Culture Mag. On va se retrouver demain à la même heure. Merci. Juste après, c'est l'info qui continue. Et ça se passe à 9h.